Navré pour le petit retard. Il fallait clôturer une édition courte du Contrarien matin pour demain. Donc, pour ceux qui liront le Contrarien, vous m'excuserez, il n'y aura qu'un édito, mais j'espère qu'il vous fera sourire. En tout cas, c'est un édito qui est consacré en avant-première, hein, je vous en parle 30 secondes, je commence déjà mes digressions, mais c'est un édito qui est consacré à une petite idée pour France pour économiser 60 milliards d'euros assez facilement, sans avoir à faire d'écotaxes, sans avoir à nous la fiscalité sur l'or et sans avoir à, venir nous prendre plus de sous dans nos porte-monnaies. Et c'est notamment toute la liste des subventions pour les 21 168 associations subventionnées directement pour 30 milliards d'euros par le ministère de l'Économie et des Finances. C'est assez édifiant quand vous verrez ce document, donc il est librement accessible, téléchargeable, donc vous pourrez vous amuser à regarder un petit peu ce que financent vos impôts. Voilà, bon, pour la petite digression. Donc ce soir, on va placement, fiscalité, économie, or, on va se le remettre un peu dans l'ordre, on va d'abord parler économie, et en parlant économie, ça va nous permettre évidemment d'aborder un petit peu la fiscalité, notamment par rapport au dernier changement qu'il y a eu sur la fiscalité concernant la taxation forfaitaire de l'or, et puis surtout les placements que l'on peut faire par rapport aux dernières évolutions économiques. Alors, je vais tenter de passer le... Voilà, impeccable. Je suis vraiment de plus en plus fort avec tous ces outils technologiques. Donc, évidemment, l'information importante, c'est la nouvelle dégradation de la France, de la note souveraine de notre pays. Alors, ce qui est très intéressant dans la décision de Standard & Poor's, c'est vraiment les raisons et les justifications qui sont avancées pour expliquer cette décision de baisse de notre notation à AA. Les raisons, c'est fondamentalement les blocages de la société française, l'impossibilité à lever plus d'impôts et l'impossibilité de l'autre côté à baisser les dépenses. Donc on est vraiment dans cette situation de blocage dont j'avais essayé de me faire écho il y a quelques jours dans une édition du Contrarien, parce qu'effectivement, elle me semblait assez évidente avec l'épisode de nos schtroumpfs grognons, les bonnets rouges de Bretagne. On voit bien le ras-le-bol fiscal. Et face à ce ras-le-bol fiscal, il y a des mobilisations. Alors là, actuellement, il y a un nouveau mouvement qui s'est créé aujourd'hui, qui s'appelle les sacrifiés et qui regroupe les artisans, les commerçants, etc. Il y a un véritable problème de fond. Ce que dit l'agence Standard & Poor's dans son communiqué, alors je vous avais promis que je le mettrais dans le Contrarien, puis je vous ai dit que je le mettais, puis finalement je ne l'ai pas mis parce que j'ai complètement oublié d'accrocher le lien, mais j'essaierai de faire une séance de rattrapage demain ou après-demain. Et donc, je vous indiquerai quand même ce lien. C'est très important que vous puissiez aller lire le communiqué de l'agence Standard & Poor's. L'agence dit, aujourd'hui, la France 53% de prélèvement sur PIB. D'accord ? Donc, sur 100% de notre PIB, 53% du PIB est prélevé par l'État. C'est le plus fort taux de l'OCDE. Voilà. C'est simple, c'est le plus fort taux de l'OCDE. On fait mieux que tout le monde, on est enfin premier quelque part. Et hélas, c'est sur ce taux de prélèvement. Deuxième item où nous sommes les premiers dans l'OCDE, c'est la dépense publique. Environ 57%. C'est la dépense publique le plus élevé. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, on a une dépense publique extrêmement élevée, très difficile de la baisser, en tout cas
politiquement, il y a une incapacité, un manque de volonté évident de baisser cette dépense publique. Alors vous verrez sur le ton humoristique de demain, dans l'édito, sur justement, si on pourrait, mais on va faire. Parce qu'évidemment, baisser de 30 milliards d'euros les subventions aux associations ou baisser de 30 milliards d'euros la formation professionnelle qui sert strictement à rien sur un plan économique. C'est-à-dire que plus vous dépensez d'argent dans la formation professionnelle, plus vous voyez le taux de chômage qui augmente et les chômeurs de longue durée qui augmentent et le chômage des seniors qui augmente et les reconversions ne pas se faire, etc. Donc de toute façon, économiquement, la professionnelle aujourd'hui, c'est un non-sens. D'accord, ça ne fonctionne pas. De la même façon, les subventions aux associations, c'est extrêmement coûteux pour une utilité économique qui est marginale. Il y a un exemple d'une association, elle emploie une vingtaine d'ingénieurs, elle reçoit 4 millions d'euros de subventions, ce qui globalement nous fait 195 000 euros par an et par ingénieur qu'emploie cette association. Donc c'est quelque chose de complètement délirant. Donc là aussi on est clairement dans de l'utilité économique marginale. Donc nous sommes dans une situation où on n'arrive pas à baisser les dépenses, les dépenses parce que tout ça ce sont des gagne-pains de corporatisme complètement bloqués qui permettent de récompenser, de financer et les syndicats, et ci et ça, les petits copains, les amis, enfin bon, bref, tout ça ce sont des arrangements qui coûtent extrêmement cher à la société française. On parle de 60 milliards d'euros, donc on n'est plus sur des montants qui sont anodins. Et donc quand on parle de ces montants-là, on voit bien qu'on ne veut pas baisser, on ne peut pas baisser les dépenses. Première sanction de l'agence Standard & Poor's, impossibilité de baisser les dépenses. Autre sanction, évidemment, avec toutes les manifestations, tous les gens qui se mobilisent, toutes les professions qui montent au créneau contre plus d'impôts, de taxation, etc., on arrive à un stade où on a une impossibilité à lever plus d'impôts. C'est donc une situation extrêmement compliquée pour le gouvernement, que ce gouvernement soit de droite ou de gauche, le constat de l'âge eût certainement été le même dans tous les cas, puisque là, encore une fois, il s'agit de quitter le domaine de la réformette pour rentrer dans le vif du sujet, et le vif du sujet, c'est la réforme globale de notre système qui s'exprime par un couple recettes-dépenses. Et donc, qu'est-ce qu'on taxe? Et pour financer quoi? Et on le finance comment? Et quand est-ce que démarre la solidarité nationale? Qu'est-ce qui relève du monde de la solidarité? Qu'est-ce qui va relever de la responsabilité personnelle? Ce sont des sujets de fond, ce sont des sujets qui sont essentiels, et ne pas les aborder, c'est condamner la France à un déclin qui, soit dit en passant, s'annonce de plus en plus rapide. Alors pourquoi rapide? Parce que, ça c'est la deuxième idée qu'il y a sur ce slide, c'est que les taux d'emprunt de la France se sont tendus. Ils se sont tendus de manière quasiment immédiate. On parle de 10,56% de hausse sur le 10 ans français. Donc le taux d'emprunt à 10 ans de la France a augmenté de 10,56% entre 1 et 2 heures après l'annonce de la dégradation de la France. Donc quand on entend aujourd'hui que la France se finance à pas cher et que ça n'a rien changé, c'est faux. C'est faux. Oui, la France continue à se financer à pas cher, parce qu'effectivement, nous sommes sur des niveaux de taux qui sont historiquement bas. Néanmoins, on ne peut pas dire que ça n'ait pas d'impact ou d'influence. Alors, aujourd'hui, on nous explique que la France n'est que AA. C'est plus le triple A, mais enfin, finalement, ça reste parmi les meilleures notes, etc. etc. Certes. Mais ce qu'il faut bien voir, et c'est une notion très chère à notre gouvernement, c'est la trajectoire. Et la trajectoire est absolument mortifère en termes économiques. Donc des taux qui se tendent, même si ça reste encore léger, on est aux alentours de 2,40 sur le 10 ans français.
on se retrouve dans une situation où la moindre augmentation substantielle du coût de notre dette, en fait des intérêts de la dette, parce qu'on n'en est absolument pas à parler de rembourser le principal, on évoque simplement le fait de payer les intérêts sur notre dette, sensiblement équivalent de notre PIB, donc on parle à peu près de 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, ça veut dire que quand on a une dette qui prend 1 point, 1%, 20 milliards d'euros supplémentaires à trouver. Donc si on passe de 2,4% à 3,4%, l'effort financier que nous devrons tous collectivement fournir pour l'année prochaine, ce sera 20 milliards d'euros de plus uniquement sur l'aspect intérêt de la dette. Donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Il faut également bien voir que la France va commencer à devenir a priori l'espèce de maillon faible de l'Europe et de la zone euro. On le voit, ça s'est matérialisé par la dégradation du FESF, je fais comme Sarkozy qui s'en met les pinceaux. Donc le FESF, qui est le Fonds européen de stabilité financière, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le FESF n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que le FESF a des engagements en cours, mais ne va pas prendre de nouveaux engagements, puisqu'en fait le FESF a été remplacé par le MES, le Mécanisme européen de stabilité, et que c'est maintenant le Mécanisme européen de stabilité qui serait appelé en cas de nouveaux plans d'aide ou de financement sur un État européen. La France est le deuxième contributeur. Alors la logique du MES, elle est identique, puisque ce sont des pays surendettés qui s'endettent encore plus avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour verser ça dans un machin qui va aller essayer d'aider des pays carrément en faillite. Bon. Donc la logique FE ou MES, c'est la même. Néanmoins, là, Standard & Poor's dégrade le FF, donc l'ancienne structure. Ils n'ont pas dégradé la nouvelle. Pourquoi ils n'ont pas dégradé la nouvelle? Parce que pour le moment, la nouvelle n'est pas appelée à intervenir. Il est fort probable que si jamais le MES doit être activé dans les faits et doit aller lever des fonds sur les marchés, la France étant le deuxième contributeur du MES, puisque nous sommes la deuxième économie de la zone euro, il n'y a aucune raison pour que le MES ne soit pas dégradé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très directement, l'état économique et financier de la France va avoir une influence absolument colossale sur l'avenir de la zone euro et sur l'avenir de l'Europe. Alors il fut un temps où on évoquait, et moi le premier, la possibilité d'une sortie éventuelle des Allemands. Alors pour des raisons historiques, les Allemands ne veulent pas sortir de l'euro. Ils ont déjà mis l'Europe à feu et à sang par 2 fois dans l'histoire. Ils ne souhaitent pas rentrer à nouveau dans l'histoire comme étant la nation ou le pays qui auront mis fin à l'aventure de la monnaie unique ou commune, peu importe, qu'est l'euro. Donc évidemment, maintenant, on attend au tournant la France. Et si demain, la France n'est pas capable de remplir ses obligations à l'égard de l'Europe et à l'égard des critères de la monnaie unique, ce qui est clairement le cas, il va se poser un problème, et ce problème va se poser très rapidement, je pense très clairement en 2014, puisque pour l'année prochaine, nous avons quand même plus de 60 milliards d'euros nouveaux à trouver. 60 milliards d'euros, quand vous savez que l'écotaxe, ça doit rapporter 600 à 700 millions d'euros par an à l'État, vous voyez un petit peu le problème. 600-700 millions d'euros pour une écotaxe, et on voit déjà créer une rébellion, voire une révolte, versus 60 milliards d'euros à trouver l'année prochaine. Donc le budget va être extrêmement compliqué pour le gouvernement à établir. Donc évidemment, ça c'est une autre partie que je souhaitais aborder, c'est la multiplication des fraudes fiscales.
Donc je vous parlais tout à l'heure des sacrifiés. Donc effectivement on a eu les pigeons, les moutons, les bounets rouges, les poussins, j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui c'est les sacrifiés. Demain on aura les tondus, les pendus, les ruinés, tout ce que vous voulez. Enfin non, les ruinés c'est un peu plus tard et c'est pour ceux qui n'auront pas acheté d'or, mais on en parlera à la fin. Alors ces mouvements, c'est clairement là, c'est les frondes fiscales. C'est les révoltes au sens historique du terme. On nous prend dans notre porte-monnaie et on nous prend beaucoup plus. C'est-à-dire que là, ce que l'on nous prend, c'est clairement de l'argent qui nous manque. C'est-à-dire que tant qu'on prend dans notre gras, ça peut encore être audible, ça peut encore être supportable. Mais à partir du moment où l'on vous prend de l'argent qui vous est indispensable, eh bien, ça provoque des mobilisations extrêmement fortes. Alors, vous avez là deux France qui s'opposent. Vous avez une France qui est une France productrice de richesse au sens privé. C'est les 43% de PIB. Le privé aujourd'hui, c'est 43% du PIB. Versus ou contre une France qui attend la dépense publique, alors appelez-la France d'assistés, France de fonctionnaires, comme vous voulez, peu importe. En plus, il n'y a aucune ni critique ni condamnation. C'est normal que le fonctionnaire soit rémunéré par l'État et par l'impôt. Bon. Le fonctionnaire n'est pas responsable de cet état de fait. Il fournit un travail, il a une fonction, il remplit un rôle, etc. Mais c'est le cas pour les retraités. Tous nos seniors retraités dépendent de la dépense publique. Et puis les vrais assistés au sens d'assistanat, donc les bénéficiaires les bénéficiaires de ce qu'on appelle les minima sociaux, dépendent eux aussi pour leur subsistance plus basique de la dépense publique. Cette France qui dépend de la dépense publique n'a pas envie de voir ses revenus diminuer. Et la France qui paye cette dépense publique ne peut plus la payer. Donc on est dans une impasse. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, je suis pour, je suis contre, les fonctionnaires c'est bien, les fonctionnaires c'est mal, peut-être. Non, on s'en fiche de tout ça. La réalité, il a mérité sa retraite, il n'a pas mérité sa retraite. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que d'un côté, vous avez un système et que ce système, il a un coût. Et que le coût de ce système, aujourd'hui, la partie privée, qui représente 43% du PIB, est largement inférieure à la dépense publique qui est de 57%. Il y a 53% de dépenses, c'est quelque chose de colossal, 57% de dépenses publiques, et donc la différence entre 57% et 53%, c'est 4%, et 4%, c'est le déficit de l'État, c'est le déficit annuel budgétaire. Donc évidemment, le chiffre est bon, le compte est bon, mais la chronique mort annoncée de l'État français tel qu'il est, et en particulier de notre système qui est l'État France, hérité du Conseil national de la résistance, le CNR, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a évolué peu ou prou qu'à un, jusqu'à... Alors tout ça, ça s'accompagne d'une montée des tensions évidente. Les montées des tensions, c'est la multiplication des frondes fiscales, c'est des gens qui se rebellent, c'est des revendications après politiques qui se mêlent à ça, c'est des revendications parfois interethniques, etc., etc. Et donc on est dans une situation explosive dans notre pays, et nous sommes à l'exact opposé d'une France pacifiée et d'une France unie. On est dans dans plusieurs Frances qui ne se parlent pas, sont devenus condivergents. Et ça dépasse tous les clivages. C'est que les intérêts des uns ne sont plus les autres. L'intérêt des bénéficiaires de la dépense publique, ce n'est plus la richesse tout seul, et qui sont taxés. Encore une fois, c'est pas bien mal, c'est un état de fait, c'est comme ça. Donc évidemment, on va vers cette montée des tensions
qui va à l'instabilité fiscale, à l'instabilité économique que connaît notre pays, rajouter une instabilité sociale importante. Et donc, ça va participer à un climat absolument délétère qui ne peut que s'amplifier, qui ne peut être qu'inquiétant pour la population française. Et donc, c'est rarement bon pour l'économie à terme. Voilà ce que je pouvais dire un peu pour à peu près sur cette partie. Alors, après, c'est le sujet que je souhaitais aborder, c'était la des problèmes économiques et le concept d'effondrement avalancheux. Alors, le concept d'effondrement avalancheux, c'est l'idée qui elle est d'un garçon de La Réunion qui avait un blog, il fut un temps appelé Tropical Beer. Et donc, ce garçon avait inventé ce concept d'effondrement avalancheux. Alors, vous avez une accumulation. Et donc, l'accumulation, elle se voit pas, d'accord? Elle se voit pas. Tout s'entasse. Et à un moment donné, vous avez une plaque qui se détache, et là, c'est l'avalanche. Mais entre le moment où l'avalanche se produit et le moment... Ah, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de se produit. Et le moment... Ah, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de se produit. Et le moment... Ah, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de se produit. Et le moment... Ah, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de se produit. Et le moment... Ah, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là.
Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de ce produit. Et le moment, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de ce produit. Et le moment, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de ce produit. Et le moment, on m'a coupé la vue. Entre le moment où l'avalanche se produit et le moment où tout ça s'est accumulé, rien ne s'est vu. Et nous sommes exactement dans cette situation-là. Alors, on est dans une absence complète de croissance et de reprise. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Nous sommes dans une absence totale d'inversion de la courbe du chômage, quel qu'en soit les conséquences pour la popularité présidentielle, si tant est qu'il y a encore un enjeu de popularité, vu les niveaux abyssaux atteints. Mais en tout cas, le chômage ne s'inverse pas. Le grand pari du gouvernement, c'était de partir du principe que la courbe du chômage allait s'inverser grâce au départ en retraite. Alors pourtant, les départs en retraite, ils jouent à plein, hein, c'était ce que je vous disais. Il y a 28 000 dossiers non liquidés qui sont en attente, donc en fait la CNAV est totalement dépassée par le nombre de dossiers de jeunes retraités qui arrivent sur le marché de la retraite. Plus de 750 000 nouveaux retraités cette année, mais pourtant, absolument aucun impact ou presque sur le taux de chômage. C'est assez logique, c'était ce que j'expliquais dans le Contrarien, c'était un mauvais pari de la part du gouvernement, il était faux ce pari, et ça révèle encore une fois une méconnaissance totale de la réalité des entreprises. Vous avez dans tous les gros groupes des gains absolument phénoménaux de productivité qui ont été faits. Prenons en quelques secondes l'exemple des secrétaires. Vous avez je pense aux grosses banques, grands groupes, etc., qui ont encore des centaines de secrétaires qui ne servent à rien puisque tout le monde utilise les ordinateurs maintenant et que ça fait belle lurette que les machines à écrire ont été remisées au placard. On conserve et on garde ce personnel uniquement parce que pour les entreprises, ça coûterait plus cher de les licencier à quelques années de la retraite ou à 1 an ou 2 ans avant la retraite que de les garder encore 1 ou 2 années, de leur payer leur salaire et de les laisser partir. Donc, à aucun moment, les entreprises n'ont souhaité remplacer ce personnel. Tout ça, c'est absorbé par les gains de productivité, par les nouvelles technologies qui sont matures depuis seulement quelques années, c'est très récent, et qui donc permettent des gains de productivité phénoménaux. Là, les sociétés, les entreprises encaissent ces gains de productivité. Donc évidemment, l'effet départ à la retraite ne joue pas sur la courbe du chômage, et donc il n'y aura pas d'inversion. Ça provoque donc une dégradation très importante du ratio actif-inactif. On est à 1,40,
D'accord? Alors attention, hein, ce ratio, c'est pas que la classe d'âge, ça prend également en compte, évidemment, les chômeurs. Hein, le chômeur ne cotise pas, donc évidemment, plus j'ai de taux de chômage, plus je dégrade mon ratio actif-inactif. Hein, donc ça, c'est un élément très important à avoir en tête quand on parle de ce ratio-là. Donc aujourd'hui, on est à 1,4 actifs pour un inactif. Donc, vous voyez bien que les retraites, elles sont à l'avenant de tout le reste de la situation, c'est-à-dire qu'elles sont juste totalement infinançables. Vous ne pouvez pas payer une pension moyenne qui est sensiblement identique au salaire moyen français, avec juste 1,4 actifs par inactif, en tout cas par retraité. Le déficit 4% du PIB, c'est 4% du PIB qui vont venir s'incrémenter dès l'année prochaine à notre dette. Donc ça va à nouveau l'alourdir. Et voilà, l'image revient, si c'est pas beau. Vous nous dites si jamais le son n'était pas bon, il se dégradait. J'ai mes petits camarades qui surveillent attentivement tous vos messages. Donc ça va venir s'incrémenter à une dette qui est déjà quasiment à 100% du PIB. Et donc, l'agence Standard & Poor's disait, voilà, si la croissance repart, ou si la dette de la France passe en dessous de 80% de dette sur PIB, alors on améliore, on va renoter, on va recoter la note souveraine de la France, et évidemment, on va vous redonner votre triple A. Donc, je reprends, moins de 80% de dette sur PIB, il faudrait qu'on se désendette de 20 à 25%, on n'y est pas encore, ou alors que la croissance soit globalement supérieure à la croissance de l'endettement. Donc ça veut dire qu'avec un déficit qui augmente, une dette qui augmente de 4%, on se retrouverait avec, il nous faudrait une croissance globalement supérieure à 4%. Bon, ça fait peut-être 40 ans que nous n'avons pas eu de croissance supérieure à 4%, donc il y a peu de chances que ça arrive maintenant. Enfin, je vous reprenais ces chiffres très importants, hein, 57% du PIB dépenses publiques, 43% de PIB réalisé par le privé, 53% de prélèvements sur le PIB, soit le plus fort taux de l'OCDE. Donc, il y a une conclusion qui s'impose quand on nous a à nouveau supprimé l'image. Voilà. On va les laisser faire. Une conclusion s'impose, et elle n'est pas très joyeuse, c'est qu'évidemment, nous ne pouvons qu'aller vers la faillite de la France, et c'est une évidence économique. Alors, est-ce que ce sera 2014, est-ce que ce sera 2015, est-ce que ce sera 2016 je ne suis pas devin, je suis incapable de le dire. Simplement, les chiffres sont tellement mauvais que de toute façon, il y a peu d'issues possibles. Alors, quelle stratégie patrimoniale pour se protéger? Rien d'original hein, dans ce que je vais aborder. Si vous lisez Le Contrarien, vous connaissez mes positions sur ce genre de choses. Donc débancariser, hein, ça c'est toujours le maître mot. Donc débancariser, c'est fuir les banques. Alors, je voulais vous redonner cette règle-là, et cette logique, si vous voulez, parce que de temps en temps, on peut l'occulter ou l'omettre ou l'oublier, mais les banques sont soumises aux règles de Bâle. Alors les règles de Bâle, bon, c'est en gros le règlement international qui gère le contrôle interne des banques. Hein. Donc les banques, elles doivent faire ci, elles doivent faire ça, elles n'ont pas le droit de faire ci, elles n'ont pas le droit de faire ça, ou elles ont le droit de faire ci ou ça. Bon. Et donc, elles ont notamment obligation d'investir leurs fonds propres dans des titres de dette d'État. C'est-à-dire que les fonds propres des banques, qui sont les seuls sous que les banques détiennent, doivent impérativement être placés en obligation d'État. Bon, alors, évidemment, si les États font faillite et que les banques ont leurs fonds propres placés dans des obligations d'État qui font faillite, les banques vont faire faillite. Bon. Et si les banques font faillite parce que les États ont fait faillite, ce n'est pas les États qui vont venir sauver les banques.
Ça veut dire très logiquement que on est dans une illusion du fonds de garantie des dépôts. Le fonds de garantie des dépôts, c'est illusoire, c'est mensonger que de croire que dans un cas de faillite des États, les banques pourraient s'en sortir et que tout se passerait très bien, Madame la Marquise, et que ça ne poserait pas de problème. Mais ce n'est pas le seul risque. Vous avez le FMI et son idée lumineuse du chiffrage de l'épargne, hein, qui n'est rien d'autre qu'une méthode pour faire faillite sans prononcer le mot de faillite. Alors, vous avez un parallèle sympathique à faire avec le haircut, qui est une expression que vous avez dû entendre de très nombreuses fois lorsque nous avons eu des problèmes grecs et la renégociation de la dette grecque. On parlait d'un haircut, donc c'est un mot très joli, ça se traduit en français par coupe de cheveux, et une coupe de cheveux, c'est ni plus ni moins qu'une faillite, quoi. Voilà, je vous coupe 10 ou 20 cm de votre épargne, je vous coupe 10 ou 20 cm de vos avoirs, de vos cheveux. Ça m'évite juste de dire que c'est la faillite, mais l'idée, c'est bien celle-là. Hein, c'est qu'on est simplement dans de la sémantique pure, hein, dans de l'habillage, mais la réalité, c'est qu'on parle bien de faillite dans ces cas-là. Alors, ça nous amène aux solutions patrimoniales. Alors, on entend souvent, oui, le pire n'est jamais sûr. Oui, c'est vrai, le pire n'est jamais sûr, mais intellectuellement, si on accepte que le pire n'est jamais sûr, on doit également accepter le fait que le meilleur ne le soit pas non plus. Hein, or, le pire, même s'il n'est pas sûr, pour le moment, il semble bien parti et on ne voit pas grand-chose qui pourrait inverser cette tendance, hélas, délétère. Alors, se préparer au pire, c'est migrer son épargne et son patrimoine vers des actifs financiers, vers les actifs tangibles. Alors, vous aurez bien compris que dans le contexte actuel, quand on voit la situation par les chiffres de l'économie de notre pays, à moins de vouloir faire un acte patriotique héroïque, hein, et cotiser à fond perdu pour soutenir l'État français parce que l'État français a besoin de vous. À ce moment-là, vous pouvez laisser vos sous dans votre contrat d'assurance vie fonds euro. Mais enfin, si vous souhaitez les sauver, c'est pas la meilleure idée, actuellement à avoir. Donc évidemment, fuyez l'assurance vie, fuyez tous les placements obligataires. Si vous souhaitez garder des placements financiers, globalement, vous avez deux choses. Les comptes courants rémunérés, parce qu'ils ne sont pas investis derrière dans des obligations d'État, mais attention, ils seraient bloqués comme tout a été bloqué, par exemple à Chypre. Et vous pouvez également privilégier les actions au nominatif. Donc les actions au nominatif, n'oubliez pas que l'action d'une entreprise, c'est un actif tangible dans le sens où c'est un titre de propriété. Alors bon, là, les actions sont extrêmement chères, mais sur repli, et si éventuellement nous avions un crack, ce qui devrait quand même un jour se produire, vous pouvez acheter les actions directement au nominatif, c'est-à-dire que vous en êtes propriétaire directement, c'est pas via la banque, c'est pas via un fonds commun de placement, via une SICAV, c'est vous directement qui détenez ces actions et en dehors d'un PEA, soit dit en passant. Hein, donc fiscalement, c'est pas forcément très intéressant, mais néanmoins, ça peut être détenu hors du système bancaire, hein, puisqu'au nominatif, vous pouvez être directement sur les livres de l'entreprise. Et bien entendu, surtout, assurer l'ensemble de vos actifs financiers avec un ratio minimum de 30% d'or. D'accord ? Donc 30% d'or, c'est pas un hasard. On va dire qu'en cas de très très fort pépin économique, avec un peu de chance, la valorisation de ces 30% d'or devrait vous permettre à peu près de compenser les pertes sur les 70%. Bon. Idéalement, moi je conseille plutôt le 50-50. Hein. Bon, le 30%, on est très conservateur et très prudent. Mais si vous partagez cette analyse économique, si vous partagez la vision et la conviction qu'effectivement les chiffres ne sont pas bons et ça peut pas passer, bon, quasiment, la seule solution, c'est 100% d'actifs tangibles. Après, à vous de faire votre répartition comme bon vous semble. Alors,
Après, je terminerai par les terres agricoles, les forêts. C'est pas forcément facile et puis il peut falloir des budgets conséquents par moment. C'est moins le cas pour une maison de campagne. On peut trouver des choses très peu chères. Enfin, très peu chères, ça fait toujours de l'argent, mais en tout cas, c'est à la portée d'un plus grand nombre. Loin des très grands centres urbains, parce que la vie peut devenir assez compliquée dans les années qui viennent. Viser l'autonomie, pas l'autarcie, parce que l'autarcie, c'est assez illusoire. Pas vivre en autarcie, mais on peut essayer d'être le plus autonome possible. Prévoyez de renforcer votre plan épargne boîte de conserve, on célèbre PEBC. Alors le PEBC, c'est aussi une image pour illustrer tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans un avenir proche. Alors dans un avenir proche, vous pouvez avoir besoin pour certains, si vous êtes diabétique, n'ayez pas peur d'avoir quelques mois d'avance d'insuline, par exemple, parce qu'en Grèce, l'insuline, ça ne se trouve plus. Voilà. Donc, je crois qu'il faut être conscient de ce qui se passe. Et puis, chacun, le PEBC, c'est un peu comme l'auberge espagnole. Chacun y met ce qu'il souhaite. C'est simplement l'idée de vous dire, préparez-vous concrètement à une rupture de la normalité. Préparez-vous concrètement à la disparition de l'État-providence. Et la disparition de l'État-providence, ça ne peut pas se faire dans le calme, dans la joie et la bonne humeur. Celui qui pense que la disparition de l'État-providence va se faire gentiment, doucement, par petits rabotages successifs de petites nichounettes fiscalinettes, c'est faux. À un moment donné, on va avoir ce principe et ce concept avalancheux qui va jouer à plein, et tout d'un coup, on va avoir un espèce d'immense effondrement, d'immense craquement, et ça risque d'être fortement inconfortable. Donc préparez-vous à tout ça, avec une mention spéciale évidemment pour tous ceux, et je pense particulièrement à nos amis fonctionnaires, retraités ou à ceux qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Vous devez être conscient que vous dépendez à 100% de la dépense publique. Vous dépendez de la dépense publique. Vous en êtes otage. Ça veut dire que vous êtes les plus sensibles à l'effondrement de l'État-providence, donc vous êtes les plus fragiles. Ça veut dire que vous êtes aussi les moins résilients, les moins préparés, et donc les plus vulnérables. Donc surtout, préparez-vous et n'imaginez pas que fonctionnaire, ce soit un statut béni des dieux jusqu'à la fin des temps, et que les retraites seront payées pour l'éternité et pour les siècles des siècles. Amen. Pas du tout. Regardez ce qu'il se passe en Grèce. Ce qu'il se passe en Grèce, c'est une catastrophe. Et il se passe en Grèce exactement ce qui va se passer en France pour les mêmes raisons. Souvenez-vous, 57% de dépenses publiques, 43% de création de richesses privées. En Grèce, c'est la même chose. Et la seule solution, c'est de baisser le PIB, c'est de baisser la dépense publique d'environ 20% pour rééquilibrer et réinverser ces deux items, c'est-à-dire passer plutôt à 60% de création de richesses privées et 40% de dépenses publiques. Ça ne peut se faire qu'au détriment de 20% de récession sur le PIB, et c'est exactement ce qui se passe en Grèce. 20% de récession sur le PIB, c'est des retraites qui sont divisées par deux, c'est des fonctionnaires qui sont virés ou plus payés, etc., etc. Donc, c'est pas forcément des périodes fastes et agréables. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire ce soir. J'ai déjà dépassé le temps, on me fait plein d'appels et de rappels. Donc, on passe à vos questions. Donc, je vais essayer de les prendre au fil de l'eau. Alors effectivement, oui, les pharmacies en Grèce ne sont presque plus approvisionnées. Vous avez également le phénomène qui joue en Espagne, puisqu'il y a des gros retards de paiement sur la sécurité sociale. Alors, notre camarade contrarien Picot qui nous raconte pourquoi pas tout sur l'or, Charles. Mais si, bien sûr, tout sur l'or. Simplement, je peux pas vous dire... oui, mettez tout sur l'or, il n'y a pas de problème. Moi, si je vous dis de tout mettre sur l'or,
c'est parce que j'ai la conviction... Attendez, calmez-vous sur les questions, j'arrive plus à suivre. J'ai la conviction que de toute façon, tout ça va s'effondrer, donc à la fin, il restera que de l'or. Bon, ça, c'est vrai. Néanmoins, encore une fois, le pire n'est jamais sûr. On dit toujours qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. Et puis, faut savoir pourquoi on mettrait tout sur l'or. Et attention, tout sur l'or, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on parle de votre patrimoine financier ou de votre patrimoine total? Mettre tout votre patrimoine financier sur l'or, ou presque, oui, mais pas en patrimoine total. Soyez propriétaire, ayez votre maison, soyez équipé chez vous. Voilà, tout sur l'or. En tout cas, ne soyez pas spéculateur. Voilà. Soyez dans un esprit assurantiel. L'or, mais pas à la banque. Oui, non, mais évidemment, donc ça c'est Cointrel. Oui, Cointrel, effectivement, l'or dans un coffre à la banque, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, nous, on a des solutions chez Ocoff pour avoir de l'or sans les banques et en dehors des banques et dans des coffres qui nous appartiennent et en dehors de France et en dehors d'Europe. Bon, et ça s'appelle la Suisse. Donc, encore une fois, il n'y a aucune solution miracle. Néanmoins, il y a quand même pas mal de solutions à utiliser et à mettre en place et vous n'êtes pas démunis. À Tian, j'ai placé de l'or et de l'argent physique en Suisse en dehors du circuit bancaire. À quel moment pensez-vous qu'il soit judicieux de vendre? Oh là là, mais vous avez tout le temps avant de vendre votre or. Je sais pas, moi, vous vendrez votre or quand vous verrez les dettes de l'État baisser, la croissance repartir et notre situation financière se rétablir. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous êtes très très loin du moment où il faudra revendre vos pièces d'or. Est-il préférable d'investir dans des pièces d'or du type 50 pesos ou bien dans de petits lingots, nous demande Marco. Eh bien Marco, moi je suis un fan des pièces et je n'aime pas les lingots et lingotins. Voilà. Alors quand je dis je n'aime pas, là c'est question de goût personnel. Bon, alors pour les gros lingots, ça se comprend. L'avantage des pièces, c'est que vous pouvez vendre une pièce, vendre deux pièces, vendre trois pièces. Bon, quand vous vendez un lingot, vous vendez tout ou rien. Hein, donc vous vendez 30 ou 40 000 euros d'un coup, ça vous arrange pas forcément. Donc, si vous voulez, le lingot n'est pas sécable et le lingot n'est pas fractionnable, si ce n'est chez Ocoffre où on fait effectivement des fractions de lingots. Mais c'est là, après, sur le lingot, vous allez perdre éventuellement en plus l'aspect de prime que vous pouvez avoir sur des pièces et qui a un aspect financier non négligeable dans l'évolution des cours. Donc, idéalement, les pièces. Alors, Philosoft83 nous demande l'or en banque suisse, est-ce bien? Alors, l'or en banque suisse, oui, non. Enfin, si vous voulez, les banques suisses comme UBS, elles font partie intégrante du secteur financier international. Donc, elles sont tout aussi fragiles que les autres. Petite banque cantonale, pareil, idem, c'est pas... elles font partie du système financier international. Oh là là, ça va beaucoup trop vite. Patrick, bonsoir. En ce qui me concerne le timing d'achat, que pensez-vous de la théorie de l'évolution fractale des cours qui prédit une importante chute des cours avant une hausse durable? Mon cher Patrick, vous venez de la voir, la chute brutale des cours avant la hausse durable. Vous venez de la voir, on est passé de 2000 $ l'once quasiment à 1189 $ l'once très précisément, c'était au mois d'avril-mai. Vous avez eu presque 50% de retracement et de correction, vous êtes dans les retracements de Fibonacci, les fractales de Mandelbrot, machin, etc. Vous êtes en plein dedans. C'est exactement la même chose qui s'était passé sur le cours de l'or en 1976. L'or avait connu une baisse exactement identique à 1% près avant d'être multiplié par 8 et d'atteindre les sommets de 1980. Soyez très serein sur les cours de l'or, évitez tous les bruits de fond, tout ce que l'on peut vous dire.
c'est évidemment les fondamentaux économiques qui doivent vous guider, et soit ils sont pourris, soit ils sont moisis, et à ce moment-là, il faut que vous ayez de l'or, soit ils sont bons, et à ce moment-là, effectivement, il faut plutôt que vous soyez sur des actions plutôt que sur du métal jaune, en tout cas surpondéré en actions et sous-pondéré en or. Mais après, vous changez. Alors, j'ai vu une question passer sur quel est le meilleur coffre, France, Suisse ou Belgique. Eh bien, tout dépend ce que vous voulez faire à titre personnel. Si vous voulez être capable de faire un don à l'État français à n'importe quel moment, le coffre France me paraît assez adapté. Si vous souhaitez plutôt vous la jouer résistance passive à l'occupant et de Bercy, je ne saurais que trop vous conseiller de mettre votre or plutôt en coffre suisse, hors d'Europe et hors de France. Ce qu'il faut que vous sachiez, parce que ça c'est important, c'est que je ne peux pas faire d'expédition de la Suisse vers la France. Donc je ne peux pas vous envoyer vos pièces. Il faut que vous veniez les chercher en Suisse. Ça pose aucun problème. On vous reçoit, on vous donne vos pièces, vous signez le bordereau reçu en main propre, terminé, c'est votre problème. Mais il va falloir que vous veniez. Le coffre France, en revanche, je peux vous faire des expéditions, surtout qu'elles sont à nouveau autorisées. Merci à Jean-François Faure qui s'est battu bec et ongle pour lutter contre cette mesure stupide dans le nouveau règlement des PTT, les postes et télécommunications, et on peut à nouveau expédier des pièces de monnaie et des pièces d'or. Donc ça c'est plutôt bien. Alors en France je peux vous les expédier, donc je peux vous les envoyer. Le corollaire c'est que en revanche c'est plus facilement saisissable parce qu'on est sur le territoire français. Donc voilà, donc la France a son avantage, vous pouvez en prendre possession physiquement plus facilement sans vous déplacer. En Suisse, ce n'est pas le cas. Là, il va falloir y aller vous déplacer. En revanche, ça sera à l'abri du fisc et à l'abri des griffes de Bercy. Donc, c'est à vous de voir où est-ce que vous mettez le curseur. Sachez que vous n'êtes pas obligé de tout mettre en Suisse. Vous pouvez aussi en avoir un peu en France, aussi en avoir un peu en Suisse, aussi en avoir un petit peu en Belgique. Les solutions ne sont pas forcément tout un, tout l'une ou tout l'autre. Personnellement, j'aime beaucoup le chocolat belge, cher Vincent. Et mes gamins aussi, voilà, donc on aime bien de temps en temps aller à Bruxelles, papa passe rue du Midi et les enfants achètent des grosses boîtes de chocolat, pas forcément de super bonne qualité, mais en tout cas ils adorent et ça fait partie des plaisirs de la vie. Alors, l'or oui, mais l'argent métal, c'est bien aussi, non, nous demande Chuck Zombie. Mon cher Zombie, l'argent métal, ça n'a jamais stocké de la valeur au sens de l'or. Alors, j'adore l'argent, j'adore les pièces d'Hercule, je les trouve belles, en plus elles sont belles, les philharmoniques sont superbes, sont sublimes, les pandas en argent c'est extraordinaire, si en plus vous n'avez pas beaucoup de sous, quand on voit le prix des pandas en or, vraiment, je vous conseille. Mais si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir une panda chinoise, la panda en argent chinoise, c'est extraordinaire. La philharmonique, c'est top. Les Hercules, c'est super. Bon, sachez simplement que stocker 1 million d'euros de valeur en argent, il vous faut un 33 tonnes. C'est-à-dire, il vous faut un semi-remorque. D'accord? Donc, l'argent et l'or, c'est pas la même chose. Et je crois que c'est important d'être conscient que c'est pas la même chose. Donc, dans une optique assurantielle de son patrimoine, on prend de l'or. Dans une optique de diversification, on se rajoute de l'argent. Et encore une fois, les deux ne sont pas, on ne joue pas l'or contre l'argent ou l'argent contre l'or. L'argent, en plus, l'argent métal amplifie très fortement et les hausses et les baisses. Donc, vous êtes sur un produit qui est beaucoup plus volatile. Donc, attention, vous devez en être conscient au moment où vous investissez sur l'argent. Donc, on ne met sur l'argent métal que la partie de son patrimoine que l'on accepte de voir plus volatile. Merci à Tian pour l'info concernant le chocolat belge racheté par Nestlé. C'était bien ce que je pensais vu sa qualité. Vincent qui nous demande sérieusement que l'État pourrait saisir l'or des Français et si oui, dans quelles conditions cela se passerait-il ?
Ah, écoutez, je sais pas dans quelles conditions ça peut se passer. On peut dire que tout l'or. Alors, il y a l'exemple de ce qui s'était passé en 1933 avec l'executive order du président Roosevelt aux États-Unis, qui avait expliqué que l'or c'était verboten pour les citoyens, une interdiction qui a quand même duré 70 ans. Dans chaque salle des coffres de banque, vous aviez un agent du fisc qui vous aidait gentiment à ouvrir votre coffre-fort quand vous alliez vous y rendre. Hein. Bon, donc ça peut être une des modalités. L'autre des modalités, vous savez, ça peut être l'amicale pression, qui consiste à dire, bah, écoutez, si vous ne rendez pas votre or, on sait que vous en avez acheté, on a commencé par vous ficher, on sait que vous en avez acheté, interdire les paiements en espèces, etc., etc. Donc bon, si vous ramenez pas votre or, eh ben je sais pas, vous serez taxé forfaitairement dessus. Voilà, ça peut passer par plein de biais différents. On ne peut ne pas saisir l'or des Français, mais dire que y a une taxe de 99% qui s'applique dessus. Bon, alors. L'avantage, en tout cas pour le moment, c'est que il y a quand même encore le respect à minima de la propriété privée dans ce pays et qu'il y a un droit européen. Alors, certes, ils le changeront, le droit européen, s'ils en ont besoin, et ils feront bien ce qu'ils voudront. Néanmoins, nous verrons les changements arriver. Sachez qu'on a chez Aucoffre un président qui est extrêmement vigilant et attentif à toutes les évolutions juridiques, fiscales autour de ça. Il y consacre une très très grosse partie de son temps. Et on sera vraiment informé si des choses dramatiques se trament. Voilà. Donc on aura le temps de l'anticiper, de vous prévenir, de vous avertir. Et pour ça, vous avez l'organe du parti aucoffre.com, qui est évidemment le Contrarien Matin, qui nous permet de maintenir avec chacun d'entre vous un lien quotidien. Alors, on me donne un petit papier extrêmement important. Pas de livre de police requis pour la Suisse et la Belgique. Hein, par rapport à notre camarade qui nous demandait, bon, les coffres, France, Suisse, Belgique, lequel est mieux, etc. Donc, petite précision, effectivement, à côté de laquelle j'étais totalement passé. Livre de police en France pour tous les acheteurs d'or. Alors, un livre de police, hein, on note nom, prénom, adresse, carte d'identité, groupe sanguin, matricule de service militaire pour ceux qui l'ont fait, adresse, prénom du chat et taille du poisson rouge, d'accord? Donc ça c'est le livre de police en France. C'est pas requis pour les achats que vous ferez en coffre suisse ou en coffre belge. Donc gardez ça en tête également, c'est un petit peu plus discret. Alors, en cas de confiscation, le marché gris est-il une solution envisageable? Mais le marché gris n'est pas une solution envisageable, mon cher Bernard. Ce sera une solution toute simple et toute naturelle. Si jamais il y avait confiscation, il y aurait évidemment un marché gris, comme il y a le marché gris de la prostitution, de la cigarette de contrebande, de l'alcool quand c'est interdit. À chaque fois que vous avez une prohibition, vous avez un marché gris. Et d'ailleurs, en général, les marchés gris rapportent beaucoup plus d'argent que les marchés pas gris. Ça veut dire, nous avertir, ça veut dire nous suggérer de vendre. Pas forcément, cher Picot, ça veut pas dire forcément vendre. Ça peut vouloir dire par exemple transférer, soit c'est une décision nationale, on peut transférer en Belgique pour rester dans l'espace européen, soit c'est une décision européenne, on peut transférer en Suisse. Donc non, c'est pas forcément vendre, ça peut être soit prendre une possession physique, soit déplacer. En tout cas, ça sera vous laisser la possibilité de réagir. Pourquoi les pièces d'or sur Aucoffre sont beaucoup plus chères que sur les sites qui les livrent à domicile, nous demande Chuck Zombie. Alors, mon cher Chuck, les pièces sur Aucoffre ne sont pas forcément beaucoup plus chères que sur d'autres sites. Je vous propose de regarder attentivement les historiques de cotation, c'est très important, parce qu'il y a des fois c'est plus cher, et il y a des fois c'est moins cher.
Hein, donc c'est important déjà de rétablir ça. Le fait de dire c'est plus cher, je ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas une règle absolue. Alors après, il y a quelque chose qui va expliquer le fait que de toute façon, pour vous déjà c'est neutre, parce que si vous achetez plus cher, vous revendez également plus cher. D'accord? Donc c'est sur le même jour de cotation. La cotation, elle s'applique à l'achat, elle s'applique à la vente. Donc, si vous achetez plus cher, vous revendez plus cher. C'est très important ça, parce que quand vous allez aller acheter dans une boutique, enfin, ou par Internet, vous allez vous faire livrer des pièces, puis après, vous allez devoir aller les revendre dans une boutique. Et quand vous allez les revendre dans une boutique, je vous engage à le faire. Vous prenez votre pièce là de monnaie que vous êtes fait livrer pas cher, et puis vous allez la revendre chez Dugenou, SARL, Gold, machin truc du coin de la rue. Et il va vous proposer sur un Napoléon, ça vaut 200 € aujourd'hui, il va vous le proposer, allez, écoutez, je vous le reprends 170. Et il va vous le reprendre beaucoup moins cher, mon brave monsieur, que ce que vous l'avez acheté. Chez Aucoffre, ça ne fonctionne pas comme ça. Achat-vente, c'est le même prix, plus ou moins 1%, point barre. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête. Ensuite, ce qui va expliquer qu'il peut y avoir des différences, c'est évidemment le fait que chacune de nos pièces va être conditionnée, emballée de façon individuelle, référencée, attribuée, photographiée, à vert, revers, enregistrée dans un système informatique et comptable, pour vous permettre que chaque pièce vous soit allouée et attribuée. Et ça, c'est très important. Une pièce de 2 €, comment voulez-vous faire la différence entre 3 pièces de 2 € en disant celle-là, elle est à Tartampion, celle-là, elle est Dugenou et celle-là, elle est à Dupont. Donc, vous êtes évidemment obligé de passer par un système d'identification. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est tout ça qui va expliquer la valeur ajoutée d'Aucoffre.com. Après, il faut comprendre le système, il faut comprendre ses avantages. Et puis, Aucoffre.com peut être votre seul fournisseur d'or. Tout comme il peut être que l'un de vos partenaires. Voilà, c'est encore une fois, c'est à vous de voir où vous placez les curseurs et comment vous fonctionnez. Vincent, que pensez-vous du franc suisse ou de la couronne norvégienne? C'est intéressant aussi d'avoir un petit peu de ces devises en plus de l'or et l'argent. C'est une question très intéressante. Alors, sur le franc suisse, je suis beaucoup plus mitigé. Sur la couronne norvégienne, c'est sans souci, ne serait-ce que parce que la base monétaire, alors d'abord la Norvège est assise sur un tas d'or sous forme de matières premières et de ressources pétrolières, gazières, etc. C'est un tout petit pays avec une masse monétaire très faible et beaucoup d'excédents. Donc, je rappelle, soit dit en passant, que la Norvège, qui se porte fort bien, est un pays qui ne fait pas partie ni de l'Europe, ni de la zone euro. La Suisse, qui, ma foi, se porte pas si mal avec moins de 2% de taux de chômage, me semble-t-il, est un pays indépendant, hors zone euro et hors Europe. Donc, finalement, peut-être y aurait-il la possibilité au bonheur et à la félicité en dehors que de l'Europe qui nous promet la paix. Et la prospérité que l'on ne voit plus venir. Désolé pour la petite digression. Donc oui, la couronne norvégienne, pourquoi pas. Alors après, c'est comment vous allez la détenir. Ouvrir un compte en Norvège quand on est en France, c'est très très difficile. Et pareil, les banques norvégiennes, elles font partie du système bancaire international. Alors il vous reste une possibilité qui est assez simple, qui est d'aller effectivement directement sur les Champs-Élysées, par exemple, pour ceux qui sont à Paris, d'aller là où vous avez des bureaux de change, et puis tout simplement d'acheter 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € de couronne norvégienne sous forme de billets. C'est tout à fait possible. Damati nous demande, et si les États décrétaient un jour que l'or ne valait plus rien? Écoutez, il y a plein d'États qui ont essayé de décréter plein de choses. Je pense notamment à l'État soviétique, hein, qui était passé maître dans l'art de décréter des choses, de décréter la réalité. Alors tout ça, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a aucun sens. Les faits sont têtus et ils reprennent toujours leur place. C'est comme les interdictions.
ça fonctionne jamais très longtemps. Les SCPI sont-elles un actif tangible, nous demande Maillot. Non, c'est un produit financier. En plus, vous avez des gros problèmes de liquidité là-dessus. Donc non, c'est pas un actif tangible. C'est du papier qui repose sur du tangible, mais qui est censé avoir de l'immobilier derrière. Mais vous avez du papier. C'est pas vous qui détenez l'immobilier en direct. Donc voilà. Plus longtemps, n'est-il pas dangereux d'être propriétaire vu que l'État peut augmenter les taxes très facilement chaque année? Alors, être propriétaire de sa résidence principale, c'est pas la même chose qu'être propriétaire d'immobilier locatif. D'accord, confondez pas les deux. Dans notre pays, la majorité des foyers sont propriétaires de leur résidence principale. Il y a quelques rumeurs indiquant que, vous comprenez, on va nous calculer un loyer fictif, machin, etc. pour nous, les propriétaires. Soyez rassurés, c'est effectivement la proposition d'un petit think tank de gauche, d'un vague think tank de gauche. Il n'en a jamais été question au niveau gouvernemental. En revanche, ça va les aider à vous augmenter la taxe foncière, effectivement,